Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 16 décembre 2020, au sommaire ce soir. Nous verrons que le port du masque continue de diviser. À Jonzier et Pagny, dans le Genevois français, deux mères de famille refusent que leurs enfants portent le masque chirurgical dans les établissements scolaires. L'une d'entre elles a même choisi de déscolariser son enfant. Marine Schneider les a rencontrées. Et puis direction Abondance pour découvrir une vache géante, tout en métal, qui a été installée à l'entrée du village. Cette vache a été façonnée par le Théâtre de la Toupine dans le cadre des 30 ans de la reconnaissance en appellation d'origine protégée du fromage Abondance. On débute ce journal avec le cri du cœur de deux mamans dans le Genevois français. Karina et son amie Sandra vivent à Jonzier et Pagny avec leurs familles respectives. Elles refusent aujourd'hui que leurs enfants portent le masque chirurgical à l'école primaire et au collège. Un masque qu'elles jugent néfaste pour la santé et aussi pour le moral, car leurs enfants développent des séquelles physiologiques liées au port du masque. Karina a donc décidé de déscolariser son fils de 8 ans. Sandra, elle s'interroge. C'est un reportage de Marine Schneider. Autour de cette table, ces mamans sont inquiètes pour la santé de leurs enfants. Depuis la rentrée scolaire, les enfants de primaire doivent porter le masque chirurgical. Et pour Karina, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Pour moi, ça a été ma limite parce qu'imposer ça aux enfants, ils sont juste incapables de gérer ça, même pour les plus grands au collège. Enfin bref, là, ça a été pour moi le déclencheur de vraiment une décision de déscolariser mon fils à partir de là. Son fils cadet suit désormais ses cours à distance et c'est elle qui assure le suivi. Elle ne souhaitait pas que son fils subisse les désagréments de son frère aîné au collège. Mon frère qui a commencé au collège au mois de septembre, qui comme beaucoup s'adapte, mais finalement c'est pas du tout naturel. Il y a grosse fatigue, des maux de tête, surtout une grosse fatigue, des boutons sur le visage. Donc j'ai voulu entreprendre une démarche personnelle en lui mettant un masque plexiglas, vous savez, c'est plexi qu'on a devant le visage, qui a été un petit peu traumatique pour lui parce qu'il est arrivé à l'école. Il s'est déjà fait lyncher par tous ses camarades en disant « t'as pas le droit, c'est interdit ». Ensuite, il a été demandé à une de ses maîtresses aussi qui dit « non, c'est pas possible, enfin, tu peux pas amener ça à l'école, c'est interdit ». Donc il y a aussi cette façon de faire qui fait que si on veut essayer ou trouver des solutions pour faire différemment, on se fait humilier en fait. Et Karina n'est pas la seule à avoir proposé une alternative. C'est le cas aussi pour Sandra. Elle avait négocié la visière en plexiglas avec le corps enseignant, mais l'inspectrice a refusé. Sandra soulève alors un autre problème, celui de l'apprentissage du français masqué en CP. Elle est en train d'apprendre à lire et là, la maîtresse, elle lui parle avec un masque. Elle voit ses camarades aussi apprendre à lire et à parler. Et en fait, nous-mêmes, on voit bien quand on est dans la rue ou quand on se parle et qu'il y a du bruit autour de nous, si on ne s'entend pas bien. En fait, on est habitué à lire sur les lèvres. Tout est important dans le visage. Donc, je ne comprends pas comment on peut laisser des enfants en CP apprendre à lire avec une maîtresse qui parle avec un masque. Et je me demande comment, à 6 ans, on peut être capable de respecter des règles d'hygiène, à savoir ne pas toucher le masque toutes les 5 minutes, pas toucher le crayon du copain à côté. Enfin, voilà, c'est une aberration. Aujourd'hui, Sandra réfléchit également à déscolariser sa fille et lui faire classe à la maison, sans masque. Le 1er octobre dernier, Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, lançait le programme Petites Villes de demain. Ce dispositif qui prévoit de donner aux élus les moyens de concrétiser leurs projets concerne au plan national 1000 villes de moins de 20 000 habitants. Et nos pays de Savoie ne sont pas oubliés, comme vous pouvez le voir sur l'écran, puisque 18 communes de Haute-Savoie et 14 de Savoie sont inscrites à ce programme d'un budget de 3 milliards d'euros qui s'étalera sur 6 ans. Lors du premier confinement au mois d'avril, nous avions rencontré Séverine Thomasin qui militait pour pouvoir vendre ses savons sur les marchés. 8 mois plus tard, Jean-Paul Crespi est retourné la voir à Thonon-les-Bains dans son atelier de fabrication qui tourne aujourd'hui à plein régime. Reportage. Voyageuse altruiste, mère de famille, elle est aujourd'hui savonnière, la concrétisation d'un rêve, une reconversion dans le monde de la savonnerie artisanale après 12 ans en milieu hospitalier. Depuis 2018, elle crée et fabrique des savons issus de la saponification à froid, s'appuyant sur son expérience d'infirmière pour évoluer dans un cadre strict et garant de la qualité des produits qu'elle façonne. Dans son atelier, elle assemble ses matières premières, des ingrédients 100% naturels. Chaque semaine, elle produit plus d'1 millier de savons qu'elle doit laisser sécher 8 semaines avant de les proposer à la vente. J'aime travailler les senteurs, les mélanger afin que ça devienne quelque chose de travailler autant pour les vertus que les huiles essentielles peuvent apporter que pour l'olfaction agréable que ça va apporter.
L'huile de sésame est une huile fluide, elle va donner une belle mousse sans boucher le rasoir et elle a un côté apaisant pour la peau. Et j'aime ce parallèle justement de pouvoir avoir et le côté technique du savon et ce que ça apportera à la peau. Et dans cette recette, je mets des pétales de souci qui ont un côté apaisant et qui font aussi un côté esthétique. À certaines saisons de l'année, elles viennent de mon jardin. Ces savons sont entièrement naturels à base d'ingrédients biologiques, formulés sans huile de palme et sans aucun produit dérivé de la pétrochimie de synthèse, privilégiant aussi les circuits courts et l'agriculture locale. Des recettes 100% naturelles inspirées de ces voyages et aux parfums et saveurs exotiques. J'aime le fait de prendre soin des gens, j'aime le fait de créer, d'avoir une réflexion sur les produits. Et c'est un tout qui fait que c'est vraiment pour moi voilà, un plaisir. Et il y a vraiment une recherche sur quelque chose qui est le plus naturel et le plus éthique. L'idée, c'est vraiment que ça soit globalement voilà, le plus éco-responsable de A à Z, sans pour autant sacrifier le plaisir d'avoir un beau produit. En développant sa propre savonnerie, elle a souhaité clore un chapitre de sa vie et donner à son énergie de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, son pari est réussi, sa nouvelle activité économique se développe au-delà de ses espérances pour nous proposer des savons et des produits d'hygiène corporelle plus respectueux de l'environnement et de notre santé. On va parler sport et on passe notre invité du jour. Et c'est avec un très grand plaisir que je reçois en plateau Benoît Sirouet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président du club de football américain des Black Panthers de Thonon-les-Bains. Et vous êtes, on peut dire, un président inquiet, voire en colère ce soir. C'est pas de la colère, c'est vraiment de l'inquiétude. C'est plus de l'inquiétude que la colère. Ouais, c'est plus de l'inquiétude et c'est surtout une incompréhension de la situation. Je rappelle que ça fait plus de 10 mois maintenant qu'on est complètement à l'arrêt, puisqu'on est considéré comme sport amateur, alors qu'on évolue au plus haut niveau de notre discipline. Et que vous fonctionnez, vous, comme un club professionnel. Et qu'on fonctionne comme un club professionnel, avec des frais fixes, avec un encadrement totalement professionnel. Les joueurs ne sont pas salariés, mais le reste de la structure est professionnalisé. Et donc, dans la tête des gens, on s'est rendu compte au fil des mois qui sont passés, c'est que les gens voient à la télévision le sport professionnel qui continue, certes dans des conditions difficiles, le huis clos, etc., à évoluer, mais tout un pan du sport est complètement oublié. Et on a assez, je veux dire, attendu maintenant de revenir sur les terrains. On a respecté tous les protocoles, on a été bien gentil avec tout le monde, on a bien fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, il nous faut des réponses parce qu'on ne pourra pas faire une deuxième saison blanche, ça sera tout simplement impossible. Justement, on a pu voir que les sports très populaires comme le football, le rugby ou encore le basket étaient très impactés par cette crise. On imagine que pour des sports un peu plus confidentiels, notamment comme le vôtre ici en France, les conséquences de cette crise sont encore plus importantes. Je ne sais pas si elles sont plus importantes, mais en tout cas, elles peuvent être catastrophiques parce que nous, un club comme nous, avec un budget de 600 000 €, avec des partenaires qui sont présents à nos côtés, mais qui ont besoin de visibilité, on offre une certaine visibilité à plusieurs de nos partenaires. Il va falloir à un moment donné qu'on retrouve un cap. Nous, en fait, ce qu'on demande, c'est simplement qu'on ait un statut peut-être différent du sport professionnel, mais en tout cas pas complètement le sport amateur. Il manque, il y a un gap, il y a un trou dans la raquette. Un niveau intermédiaire, on va dire. Un niveau intermédiaire qu'il faut reconnaître qu'il existe. Mais aujourd'hui, il n'est pas reconnu. Juste une anecdote. Au sein de notre structure, l'équipe 1, c'est 60 joueurs. J'ai 8 athlètes listés haut niveau. Ces 8 athlètes ont le droit de s'entraîner, les 43 autres, non. Ouais. Voilà. Donc là, il y a un problème. Parce que si ces 8 athlètes faisaient un sport individuel, ils pourraient très bien faire des compétitions aujourd'hui. Mais pas en sport collectif, parce que notre discipline n'est pas reconnue comme sport professionnel. Vous avez donc décidé de réaliser une vidéo qui s'intitule tout simplement SOS pour dire haut et fort votre détresse aujourd'hui. Oui, on cherchait un déclic, parce qu'on a l'impression que, comme je le disais, qu'on était un petit peu oublié dans cette histoire-là, alors qu'on a un statut très particulier, je pense, qui n'existait pas. La crise nous révèle aussi certaines choses, certaines lacunes. Et donc oui, c'était un petit peu... en fait, j'avais vu ce SOS qui avait été fait sur des pistes de ski il n'y a pas très longtemps du côté de Savoie, et puis j'ai dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Donc on n'a pas inventé la roue, mais en tout cas, on a mis des maillots de joueurs non présents, bien sûr, puisque les règles sanitaires nous l'interdisaient. Mais en tout cas, je pense que le symbole était beau et puis le résultat est efficace, puisqu'on est quand même pas mal sollicité par la presse et les médias qui, justement, se rendent compte de ce trou dans la raquette. Cette vidéo, c'est aussi un moyen de tirer la sonnette d'alarme sur la situation de clubs amateurs ou semi-professionnels, alors qu'on l'a dit tout à l'heure en début d'interview, vous fonctionnez vraiment comme un club professionnel, avec un budget à respecter, avec un cahier des charges, avec... Tout à fait. Même au niveau des entraînements, c'est vraiment un fonctionnement professionnel.
il faut pas se leurrer. Le problème, c'est que quand on va nous dire on redémarre, c'est-à-dire qu'il faudra appuyer sur le bouton vert, tout ce qui est avant le bouton vert, il faut le préparer. Et ça demande du financement et ça demande de la préparation. Sauf qu'on n'a pas de calendrier. Tous les 15 jours, le gouvernement nous dit dans 15 jours, on réexamine la situation. Ça fait 10 mois que ça dure. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit tous responsables. Et attention, ce n'est pas un caprice de club sportif. C'est une situation. Il faut quand même penser que ce sont des jeunes joueurs qui consacrent une bonne partie de leur vie à ce sport en début de carrière comme ça et qui sont aujourd'hui complètement dans le flou. Et puis, je ne parle même pas des bienfaits du sport, que ce soit pour la tête et les jambes. Tout ça manque. Ça va devenir dramatique si on ne trouve pas de solution. Dans ses nombreux discours depuis le début de la crise, le président Emmanuel Macron a rarement fait allusion au sport, que ce soit de haut niveau ou au niveau amateur. Ça vous dérange, ça vous chagrine? Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, ça nous chagrine parce qu'on sent bien que le sport n'est pas du tout dans les priorités de ce gouvernement. Enfin, on le voit bien. Ça paraît étonnant, excusez-moi de vous couper, à 3 ans des Jeux? 3-4 ans des Jeux? Oui, il y a plein de fédérations et olympiques qui le disent elles-mêmes, qui sont très inquiets parce qu'on voit pas comment ce gouvernement va inciter les clubs à se développer, les athlètes à se structurer. On sent qu'on est à la 3e roue du carrosse alors qu'on s'affiche sur les Jeux olympiques. Il y a des décisions qui sont prises en l'emporte-pièce auprès de toutes les fédérations. Il y a eu quand même des remises en question de certaines directions techniques nationales, avec la coupure de certains postes au niveau entre les ministères et les fédérations. Enfin, c'est inquiétant, je veux dire, le sport n'est pas du tout ancré dans le programme politique du gouvernement. Vous avez, j'imagine, des contacts avec les instances, la Fédération française de football américain. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils sont un peu Ont-ils déjà des réponses de leur côté? Toutes les réponses qu'elles nous donnent, ce sont les réponses du gouvernement. Donc, c'est-à-dire un calendrier de reprise, mais qui change tous les 15 jours, avec des choses complètement impossibles à réaliser. Écoutez bien, pour le sport de contact, parce que ça aussi, on rentre dans un truc un peu particulier, nous, en tant que sport de contact, comme le rugby, ou le judo d'ailleurs, c'est qu'on vous dit, vous pouvez tout d'un coup pratiquer à 6 sur le terrain, mais 6 avec un seul entraîneur, avec une séparation de 2 mètres, sans ballon. Enfin, on fait pas notre sport. Est-ce que cette crise qui dure dans le temps, elle peut mettre en péril la pérennité de votre club d'un point de vue strictement structurel? Oui, je le pense sincèrement parce qu'il y a un moment donné, si on n'a pas de ligne directrice claire, si on n'a pas un calendrier clair, on nous dira demain matin vous pourrez reprendre et on n'en parle plus, ou qu'on nous dit vous avez un statut particulier et vous vous mettez sur des protocoles très particuliers, on les respecte et on peut reprendre la compétition. Si on n'a pas ça, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Sportivement, c'est compliqué aussi, puisqu'on le rappelle, cette saison 2020 n'a pas pu aller à son terme. Oui. Saison blanche, aucun titre décerné. Or, vous étiez champion en 2019, donc c'est un vrai coup d'arrêt dans la progression. Ouais, c'est un coup d'arrêt, pas que dans la progression sportive, d'ailleurs dans la progression de tout, parce qu'aujourd'hui les Black Panthers sur Thonon et le Chablais, voire même la Haute-Savoie, a un rayonnement quand même important, des partenaires qui se sont beaucoup investis autour de nous. Donc c'est un arrêt brutal pour tout le monde en fait, tout le tissu sportif et économique, parce que l'économie autour d'un sport, d'un club comme nous est très important. Donc voilà, c'est un coup d'arrêt et puis qui devient au bout d'un moment incompréhensible et illisible. Pour donner un exemple, le service des sports de Thonon, d'ailleurs, qui fait un travail formidable, quand ils ont reçu les dernières consignes gouvernementales pour la reprise du sport pour les adultes, ils ont mis pratiquement une semaine à tout déchiffrer, à comprendre, à nous donner une réponse. Je ne sais pas où on va. La saison 2021 d'élite est censée démarrer le dernier week-end de janvier, je dis bien censé. Très sincèrement, entre vous et moi, est-ce que vous y croyez? Non, c'est impossible, techniquement parlant, déjà sportivement parlant. Les joueurs ont été arrêtés pendant 1 mois complètement ici, voire même 1 mois et demi. Il faut un autre mois de préparation avant de reprendre. Donc, le meilleur calendrier qu'on a aujourd'hui, c'est une reprise du sport de contact au 20 janvier. Donc, ça veut dire un mois de repréparation. Donc, ça veut dire fin janvier. On espère un championnat qui débutera fin février. Mais encore une fois, ça c'est moi qui le dis et Dieu sait ce qui va se passer entre-temps. Vous voyez comment la suite des événements? J'espère que ce SOS, en tout cas, va permettre de faire réaliser déjà au public, parce que le public aussi était un petit peu, comprenait pas, sport professionnel, amateur, qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on veut, c'est un calendrier. On veut pouvoir dire aux gens, on va reprendre tel jour, telle heure, et venez au stade, et venez nous encourager. Merci beaucoup, Benoît Suéroué. Merci Sébastien. Bon courage évidemment pour la suite. Restez avec moi juste pour ces images de football, toujours en sport sur les terrains. Cette fois-ci, le FC Annecy a donc enchaîné une quatrième défaite de suite ce mardi soir contre Concarneau. L'entame des Rouges est pourtant idéale avec 2 buts marqués très rapidement par Anthony Le Tallec et Jonathan Gonçalves. Les Hauts-Savoyards vont malheureusement retomber dans leur travers dès la 10e minute de jeu. Ouané puis Ben Ali
en profitent pour remettre les deux équipes à égalité. On retrouve ce même Ouanet pour le 3e but breton, inscrit juste avant la demi-heure de jeu. En seconde période, malgré plusieurs occasions, le FC Annecy va finir par encaisser un 4e but de Moana Afia-Ilidi. Score final 4-2 pour Concarneau. Les Rouges restent 18e et dernier de national, mais ils comptent désormais 6 points de retard sur le premier non relégable avec le même nombre de matchs disputés. Vendredi, Annecy reçoit Bastia, 2e du classement pour leur dernier match de l'année. Une vache géante stylisée en métal a été installée ce mardi en l'honneur des 30 ans de la reconnaissance en appellation d'origine protégée du fromage Abondance. Elle accueillera tous les automobilistes à l'entrée du village d'Abondance, le berceau du fameux fromage de la vallée du même nom. Lorraine Bordiac s'est rendue sur place. Elle a assisté à la mise en place de cette imposante pièce reportage. Elle jongle avec des fromages en tirant la langue. Cette vache de métal est la nouvelle mascotte du fromage Abondance qui fête les 30 ans de son appellation AOP cette année. Elle est assise sur un tabouret de traite qui a été fabriqué à base de récupération d'un pilier de télésiège. Elle a été entièrement réalisée et conçue par l'équipe du théâtre de la Toupine d'Évian-les-Bains. J'ai conçu dans ma tête. Alors il y a les fromages qui sont en doré. Pourquoi doré? Parce que l'or blanc, ici on est dans le pays de l'or blanc, et l'or du fromage, les fruitières, les fruits du lait, et puis parce qu'aussi le soleil, les portes du soleil, donc ça fait comme un soleil avec les fromages. C'est une cloche de chez Devoissou de Chamonix et qui est mise dans une fausse cloche et elle sonne vraiment. Et normalement quand la tête va tourner, elle va sonner, elle va faire gling gling à chaque fois. Il faut avoir un côté irrévérencieux, n'est-ce pas? C'est important dans la vie, d'être toujours un petit peu. Alors oui, on lui a fait une langue, elle tire la langue. L'homme qui semble faire du rodéo entre les fromages, c'est Serge Jobovic, le créateur de la vache géante. Au fur et à mesure du temps, on l'a faite sur un botacu, sur le chaudron à fromage a été rajouté. Les fromages qui tournent, ça s'est étoffé au fil du temps. C'est la vache qui rejette son lait par les tétines directement dans le chaudron à fromage. Il y a un autre tuyau qui monte au-dessus, qui est un système de vanne haut, qui fait tourner un mécanisme, qui fait osciller la vache de gauche à droite et qui entraîne par un système de roulement à billes, comme on appelle ça, la roue libre en fait, principe. Et ça fait tourner les fromages les uns derrière les autres. Ça donne l'impression qu'elle jongle. La statue pèse à peu près 1,5 tonne pour 6 mètres de haut. Elle a été payée par la mairie et le syndicat du fromage Abondance pour un montant de 30 000 €. On a quand même la chance d'être une région, une commune où on a le village, la vache et le fromage. Donc il fallait vraiment mettre un gros coup là-dessus. Le fromage Abondance existe depuis le XIIIe siècle. Il s'est exporté partout dans le monde, mais il est originaire de la vallée. Nous, pour la mairie, on voulait absolument fixer le fromage Abondance, la race Abondance, au sein du berceau qui est la vallée d'Abondance. Une fête sera organisée à l'occasion des 30 ans anniversaires en 2021, selon l'évolution des règles sanitaires. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. On se quitte en musique avec Renaud Capuçon, le célèbre violoniste qui aurait dû se produire sur scène ce mardi soir à Malraux, scène nationale, a choisi d'improviser un petit concert dans les allées d'un hypermarché à Chambéry. Je vous laisse profiter de ces quelques notes de musique. Après la météo de Thierry Paulme, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Jaude depuis les saisies pour Panorama avec cette semaine un focus sur le ski de fond. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous. Je vous retrouve avec grand plaisir jeudi pour un nouveau JT.